beaucoup Eva, merci beaucoup de t'être proposée pour faire un live coaching. Avant de rentrer en fait dans ta problématique, est-ce que tu veux peut-être te présenter? Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu rencontres en fait comme difficulté en amour? Ok, donc moi du coup c'est Eva, bonjour à tous. J'ai 25 ans et aujourd'hui je voulais qu'on traite donc de la problématique de la peur de l'abandon avec la partie dépendance affective. Ouais. Et donc pour savoir un peu concrètement comment ça se montre en fait dans tes amours, comment tu t'es rendu compte de ça? Ça arrive à quel moment précisément? Essentiellement au moment où la personne elle veut partir ou je vais me retrouver seule. Des moments où par exemple je vais pas avoir de nouvelles d'elle pendant plusieurs heures par message, ce genre de choses, je vais commencer à stresser, enfin à angoisser tout simplement. C'est vraiment oui ce moment où en fait je vais sentir que la personne peut partir et ne pas revenir. Ok, donc est-ce que c'est, je sais pas, quand tu dis la personne veut partir, elle veut avoir un moment pour elle, voir ses copains, etc. Et c'est là où tu ressens quelque chose? Oui, tout à fait. Plus jeune, c'était vraiment extrême. Ça pouvait être juste, par exemple, il allait aller 1 heure à la salle de sport ou carrément manger 2 heures avec un ami à lui. Mhm. Et j'allais vraiment angoisser. Maintenant, c'est plus sur des périodes de longue durée, on va dire. Ouais. Et ça se montre comment physiologiquement? C'est quoi que tu ressens? Alors moi, si je te donne mon exemple perso, parce que je vivais aussi un peu ça, j'avais la boule au ventre, j'avais l'impression d'avoir le sol qui tombait de mes pieds. Comment tu le ressens toi? Moi, ça va être un nœud à la gorge, Ouais. une boule au ventre et des pensées un peu négatives, on va dire. Par exemple, quand c'est moi qui pars, je vais me dire, ah, ça se trouve, là, il répond pas parce qu'il est avec une autre fille à la maison. Ou ce genre de choses. En fait, toujours l'impression que je vais pas être assez bien pour lui et que du coup, il va chercher à me remplacer. Ok. Alors, si tu écoutes un peu mon podcast et que tu regardes sur Instagram, tu sais que pour moi, en fait, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie qu'est-ce qu'on peut faire consciemment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à se mettre en sécurité dans ces moments où bah, l'autre a besoin de ses temps à lui. Mais d'abord, ce qui est le plus important, c'est ce qui est plus inconscient, c'est plutôt ces schémas qu'on répète, qui sont souvent liées à des expériences qu'on a vécues dans le passé et qui fait que justement ces situations, ça crée ces émotions aussi intenses, aussi fortes, aussi prenantes. Et ce que je t'invite à qu'on commence à creuser en fait, si tu Mhm. veux, toutes les deux, c'est de voir en fait quel a été le potentiel, la potentielle cause en fait dans ton passé qui a pu générer bah, cette peur de l'abandon, cette dépendance affective. Euh, Comment s'est passée ta naissance? Est-ce que tu Euh, sais ça? j'en ai pas, enfin, je connais pas grand-chose là-dessus. Je sais que ma mère, elle a été déclenchée parce que du coup, je voulais pas sortir. Et sinon, après ça, non, j'ai pas été en couveuse ou quoi que ce soit. Mes deux parents étaient là pour ma naissance, mais après, j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça. Ok. Comment était... alors, le fait d'être déclenché, c'est quelque chose qui peut avoir une influence. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, toi, à l'intérieur, tu n'étais pas préparé à être déclenché, tu étais tranquille dans le ventre, pas envie de sortir. Et si tu veux, c'est une source extérieure que tu n'as pas pu contrôler qui t'a fait emmener dans une direction où tu voulais pas forcément aller. Ok. Donc, il y a une possibilité là, je dis pas que c'est forcément ça, on va aller creuser dans d'autres aspects de ton passé. Comment était la relation avec tes parents, ta maman ou ton papa? Est-ce que tu as eu l'impression d'être beaucoup coucounée quand tu étais petite ou c'était un peu compliqué? Surtout dans tes, on va dire, 7 premières années de vie. Ok. Alors déjà, j'ai un petit frère qui a 16 mois de moins que moi. Oui, Donc je sais que ça, je l'ai pas très bien vécu parce qu'au début, j'étais assez dure avec lui. Je le poussais dans les escaliers, ce genre de choses. Donc je pense ouais, qu'il y avait une part de jalousie. ouais, Sinon, mon père, il travaillait loin. ouais, Donc, il faisait beaucoup d'allers-retours. Il rentrait, il repartait, il rentrait, il repartait. ouais. Ça, je pense que ça a joué aussi. Mhm. Ma mère, pareil, elle travaillait.
enfin, je dis, ouais, une petite heure de route. Donc, on était souvent chez la nourrice le matin. Et puis, le soir, quand elle avait des réunions, on pouvait aussi être chez la nourrice le soir. Bon, après, mon père, quand il rentrait, il était tout le temps avec nous. Hein, mais ça n'empêche que, oui, forcément, il y avait toujours ce moment où je devais enfin, lui dire au revoir. Et après, il revenait, il repartait, il revenait. Ouais. Voilà. C'est quoi, tu as dit, je vois un parallèle, c'est quoi le parallèle que tu vois avec maintenant dans tes relations amoureuses? Mais je pense que déjà, ouais, par rapport à ça, vu que mon père, c'est l'homme, et forcément, je retranscris un peu ça sur les hommes qui peuvent partager ma vie, quoi. Mhm. Ouais. Et ce sentiment que tu as décrit, bah, il devait partir le matin. Ça m'a rappelé, par exemple, quand tu as dit, bah, quand mon partenaire veut partir 1 heure, c'est un petit peu cette répétition qu'il a. Donc là, il y a aussi une autre piste potentielle. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi, en fait, tu étais jalouse de ton frère? Quelle était ta perception, en fait? Est-ce qu'il avait plus d'attention? Est-ce que c'était quoi? Ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est le fait que, du coup, toute l'attention était avant sur moi et a été déplacée sur mon petit frère en bas âge, quoi. Ok. Et dans ce sens-là, en fait, quel parallèle tu peux faire avec le fait que des fois, ben, dans une relation, au départ, il y a la phase un peu de fougue, on est amoureux, puis la phase en fait de déconnexion qui est un peu un retour à la normale, où Mhm. chaque partenaire finalement fait un peu sa vie, et l'autre n'est plus la seule priorité. Mhm. Oui. C'est quoi Oui, le parallèle que tu peux euh, voir? oui, d'autant plus que dans ma dernière relation, mon partenaire, du coup, il avait ses entreprises, donc forcément, il était très pris avec le travail, tout ça. Donc, mais après, ça, cette partie-là, je l'acceptais bien. Ouais, Ouais, cette partie-là, c'est pas ça qui me dérangeait le plus. ouais, c'était quoi ce qui dérangeait le plus? Je dirais c'était vraiment ce côté où j'avais du mal à lâcher prise en fait, à vraiment à accepter qu'il puisse bah, ne pas me répondre au bout d'une heure, qu'il puisse être occupé. Enfin, je comprenais, mais j'avais quand même du mal à le vivre sur Ouais. certaines choses. Tu vois la différence? Il y a comme une classification entre si c'est du travail, je l'accepte, un petit peu comme ce que tu as accepté quand tes parents devaient faire des trajets pour le travail, et dans le temps qui reste ou dans l'attention qui reste, là c'est dur, Parce que c'est pas pour moi. ouais. Mm, mm. Si c'est finalement ce que tu répétais avec ton frère, ou si finalement dans le temps qui restait de tes parents pour vous, tu avais la sensation que finalement bah, c'était plus vers ton frère qui, bien sûr, on comprend, les parents, quand il y a un enfant en plus bas âge, c'est aussi normal qu'il y ait plus d'attention, mais si tu veux, c'est pas ce qui est logique rationnellement qui fait que tu enregistres un schéma, c'est comment toi, en tant qu'enfant, tu l'as vécu. Et si Ok. tu te mets vraiment la peau de toi en étant petite et qui voit que finalement bah, tes parents, ils ont beaucoup de temps au travail et le peu de temps qu'ils ont, bah, il y a une priorité pour ton frère, c'est normal que tu ressentes ce manque ou ce besoin d'attention. Ouais, d'autant plus que j'étais une enfant du coup très, on va dire, très autonome. J'ai grandi très vite, donc du coup, j'étais capable de faire, enfin, de me gérer toute seule très très jeune. Et ce qui fait qu'en fait, ça a encore plus, je pense, accentué ce côté-là où on m'a un peu mise de côté, même si c'était pas volontaire. Oui, ça, souvent, l'enfant, en fait, quand il ressent que la dépendance qu'il a vis-à-vis de ses parents, qu'on ne peut pas éviter, c'est une potentielle source de souffrance. En fait, le réflexe, souvent, c'est d'aller dans l'évitement et d'aller dans l'hyper-indépendance. Donc, du coup, comme tu l'as décrit, grandir plus vite, être autonome plus vite, pas avoir besoin de dépendre des autres plus vite. Et ce schéma-là, en fait, justement, il se réveille quand tu vas à nouveau être en relation parce que tu es dans c'est une espèce d'ambivalence finalement où tu vas avoir besoin d'être en relation avec l'autre, mais en même temps, ça va te faire autant souffrir que ça va te faire du bien. Ouais. Là, en fait, je pense que tu avais déjà assez conscience de ces schémas qui se passent sous-jacents. Pour moi, en fait,
désamorce ça, c'est quand tu travailles au niveau de ta physiologie, parce que tous ces attachements, en fait, et toi tu l'as dit par la gorge, tu l'as dit aussi par la boule au ventre, c'est vraiment des signes, en fait, que ton système nerveux est activé et qu'il se sent en insécurité. Donc, Mhm. quand tu ressens ces émotions-là, se raisonner, à ce moment-là, ça va pas aider. L'idée, c'est d'aller dans l'accueil, en fait, de cette insécurité qui a une possibilité de ton passé. Un moyen de le faire, en fait, c'est de respirer pour aider ton corps à se réguler, aider ton système nerveux à se réguler. Dans ce cas de gorge et puis de nœud là, un moyen en fait de le faire, c'est de faire la respiration alternée. Ok, Donc c'est quelque chose d'assez simple. En fait, tu prends tes doigts comme ça, je si vais tu veux noter. tester. Je t'enverrai le lien si tu veux. Ouais, c'est gentil, merci. Et je te le montre vite fait, comme ça tu vois. Ok, En fait, tu inspires par ta narine gauche, tu fermes la narine gauche, tu expires par la narine droite. ok. Tu respires qu'avec une seule narine à chaque fois. Ouais, ça va aider en fait les deux hémisphères de se connecter et donc ça aide à relativiser, rationaliser et puis surtout sortir de cette agitation en fait. Ça, Ouais. c'est la première étape. Parce que c'est vrai que des fois, ça monte tellement haut que j'ai tendance à faire des crises d'angoisse. Ouais, ouais. Les crises d'angoisse, en fait, c'est quand il y a surréaction, pour moi, ça veut dire que les schémas que tu as avec ta conscience, ils activent tellement, ils sont tellement forts ou tellement ancrés dans ta physiologie qu'une simple goutte, Mhm. je vais aller faire 1 heure de sport, ton copain, ça peut faire. Et là, l'idée, c'est bien sûr, si tu veux que ça soit moins fort, ça demande d'aller dans ton passé, d'aller comprendre, ok, est-ce que c'est l'histoire que tes parents, bah, ils allaient faire beaucoup de trajets? Est-ce que c'est l'histoire de la prioritisation de ton frère ou pas? Est-ce que c'est quelque chose d'encore plus loin de ta naissance? En fait, on fait toujours des suppositions, mais quand on travaille sur le corps, on va vraiment aller trouver le et les événements, parce que c'est pas un seul événement qui crée un trauma, c'est la répétition de situations qui ont créé cette agitation en toi. Donc vraiment, quand tu sens que ça arrive, si tu fais pas un travail sur le passé, calme d'abord ta physiologie en respirant. Ça peut même te prévenir de faire la crise d'angoisse. La crise d'angoisse, c'est souvent le corps qui dit, bon, cocotte, tu m'as pas écouté, donc là, je suis obligée de tirer la grande sonnette d'alarme pour te montrer que là, ça va pas. Oui, parce que ça fait pas un on-off tout de suite. C'est, je sens que ça, l'angoisse, elle arrive, qu'elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'au moment où elle peut plus. Et là où du coup ça explose et je fais une crise d'angoisse. Ouais, ouais. Donc là, va dans la prévention, tu vois, et vraiment dans l'objectif de pas se juger de ressentir ça, de dire, ok, je comprends, je suis suractivée parce que il y a ça de mon passé qui est réactivé et je vais m'aider. Je vais être ma meilleure amie, je vais respirer, je vais me calmer et après je déciderai qu'est-ce que je peux faire pour moi. Mhm. Ok? Alors, maintenant que on a vu un peu le passé, on a un petit peu la trousse d'urgence, l'idée c'est de te dire quels sont les comportements ou les choses que tu peux mettre en place pour créer plus de sécurité interne vis-à-vis de toi, pour arriver finalement à quoi? Qu'est-ce que tu voudrais, toi, être, on va dire, dans l'idéal en tant que partenaire? Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir permettre à l'autre sans que ça, toi, t'impacte? Mais en fait, tout simplement de pouvoir permettre à l'autre d'être totalement libre dans cette relation pour qu'il soit bah, pleinement épanoui en fait. Et puis que bah, moi, je me sente bien aussi de lui laisser cette pleine liberté, qu'il n'y ait plus ces peurs permanentes qu'il aille trouver mieux, tout ça.
qui du coup engendre de la jalousie, donc des conflits, parce que en fait, finalement, dans ma dernière relation, si ce n'est les problèmes engendrés par ma peur de l'abandon, on n'avait pas de problème, quoi. Donc vraiment, c'est que ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de régler ça, parce que je me dis, mais enfin, j'avais une personne incroyable en face de moi et genre, je suis passée à côté parce que moi, j'ai pas réglé mes blessures. Ouais. Bah, ça, c'est déjà une super prise de conscience de voir en fait l'impact que nos comportements peuvent avoir en relation. Parce qu'en effet, des fois, c'est tellement un cercle vicieux intérieur qu'on auto-sabote la relation par les peurs qu'on a. Ouais. Alors, quand tu dis libre, on va essayer de concrétiser qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir laisser à la personne? Tu t'avais dit, par exemple, si la personne ne te répond pas tout de suite, ça serait quoi pour toi, concrètement, un délai que tu aurais envie de laisser à ton partenaire pour qu'il te réponde? C'est assez compliqué à répondre parce qu'il y a des jours où il va ne pas me répondre pendant 4, 5, 6, 7 heures parce que je sais qu'il a un rendez-vous. Ça va pas me déranger. Je vais réussir à me manager toute seule et ça va être OK. Et il y a d'autres fois où, je sais pas, je vais avoir une pensée pourrie qui va arriver. Ça va me mettre un stress. Je vais lui envoyer un message pour savoir si tout va bien. Et puis il va pas me répondre en une demi-heure. Et là, boum, je vais commencer à angoisser. Alors que la veille, pendant 7 heures, c'était OK. Oui. Alors, quelle est la différence entre l'événement où tu as juste eu la pensée et l'autre événement où tu as dit tu savais qu'il avait un rendez-vous? Et en fait, je savais ce qu'il faisait, je savais où il était. Donc, du coup, j'avais en fait cette petite accroche pour moi me rationaliser tout seul et du coup ne pas, enfin, gérer en fait ce stress. Donc tu vois en fait que la différence entre ces deux situations, elle est assez énorme parce que dans un, tu avais quelque chose de connu, Mhm. donc tu avais quelque part un moyen d'avoir un contrôle là-dessus, tu savais qu'il y avait ça, et l'autre c'était l'inconnu. Donc pour te donner, pour arriver à te fixer dans l'idéal, comment tu veux être en fait quand tu ne sais pas ce que ton partenaire fait et que tu lui envoies un message, même en mode panique. Quel est le temps que tu voudrais pouvoir donner à ton partenaire en théorie? Je dis pas que tu y arrives maintenant, mais en théorie. Bah, dans l'idéal, ça serait jusqu'au soir où je rentre à la maison, par exemple. Ok, jusqu'au soir. Vraiment toute la journée, quoi, que je m'inquiète pas, même si j'ai pas de nouvelles de la journée. Ouais, En me disant, bon, bah, le soir, de toute façon, je rentre à la maison, je sais que je vais le retrouver, il m'expliquera à ce moment-là, quoi. ok. Maintenant, quand tu as dit un autre moment qui était difficile, c'est c'est quand il fait des activités, on va dire, pas pour le travail, si j'ai bien compris, mais plus pour lui, ou il sort, il va faire son sport. Qu'est-ce que toi, là, dans la théorie, tu aimerais être comme partenaire? Qu'est-ce que tu aimerais laisser faire à ton partenaire? Le sport, ça va encore, mais par exemple, si je sais qu'il sort, notamment qu'il va au resto enfin, ou au bar après, ce genre de choses, Ouais, c'est là où je vais stresser parce que du coup, je vais voir un danger en me disant, OK, il va être dans un environnement où il y aura plein d'autres femmes autour, ouais, donc attention, danger, potentiellement, il va trouver mieux. ok. Donc c'est dans les sorties. Ouais. Ouais. Donc tu voudrais être capable que si il va sortir avec ses copains, manger un truc, aller dans un resto, ne pas faire quoi? Ben, en fait, maintenant, j'arrive à ne rien dire, entre guillemets, enfin, voilà, rester cool avec lui, mais par contre, c'est moi qui vais mal le vivre. Ouais. Et Ok. ça, moi, ça me dérange parce que j'ai pas envie, parce qu'il est au resto toute une soirée, toutes les 10 minutes de regarder mon téléphone si j'ai des nouvelles ou de me dire, bon, est-ce qu'il a fini de manger? Est-ce qu'il est au bar? Ou est-ce qu'il est ce qu'il fait? Enfin, non, c'est invivable pour moi. Ouais. Oui, je comprends. Même Euh, si je vais pas lui pourrir sa soirée, ouais. moi, je le vis mal et ça, c'est plus possible. J'en veux plus, quoi. Ouais. Et c'est là, en fait, pourquoi je t'ai posé cette question, c'est déjà pour te fixer, en fait, un peu l'objectif. Quel est pour moi le partenaire idéal, la partenaire idéale que j'ai envie d'être? Mhm. Parce que ça va te donner en fait le trade-off ou l'équilibre entre qu'est-ce que je peux faire pour me donner suffisamment de sécurité interne, c'est-à-dire de moi avec moi, pour arriver à être ce partenaire idéal. Et quelle est la partie que j'ai envie d'aborder ou de discuter avec mon partenaire en termes de sécurité externe, donc toi avec l'autre,
pour arriver à mieux le vivre. Et finalement, ça j'en ai parlé dans l'épisode 67, pour ceux qui ont envie d'en entendre plus. L'idée, en fait, c'est de trouver un équilibre pour toi pour arriver à mieux le vivre, sachant que le zéro émotion, pour moi, tant qu'il n'y a pas ce travail du passé, c'est un peu une illusion, mais plus de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour minimiser ça au maximum, le temps que mon cerveau comprenne qu'il y a d'autres réalités, comprenne que finalement l'inconnu pendant un certain nombre d'heures ne va pas m'apporter de choses négatives ou de conséquences négatives. Et une fois en fait que le cerveau a enregistré suffisamment de preuves positives, c'est là où cette sonnette d'alarme va totalement s'arrêter. Mhm. Ok? Donc, je te propose qu'on regarde ce que tu peux mettre en place en termes de sécurité interne. Mhm. Ok. Donc, quand la personne, en fait, tu envoies un message et qu'elle te répond pas, ton partenaire, c'est quoi l'émotion qui arrive? Déjà, ça va dépendre de mon état de fatigue. J'ai remarqué ça. Plus je suis fatiguée, plus je suis sensible à fleur de peau et enfin, moins ma tolérance, elle est grande. Oui, alors ça, si je traduis en système nerveux, ça veut dire que ton système nerveux est déjà plus activé, il n'est pas en mode relaxation. Et donc, c'est un peu cette idée de le verre qui est presque plein et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ok. Ok? Donc, il y a le côté fatigué, ça, on va parler ça ensuite. La toute dernière fois que ça t'est arrivé, tu as un événement en tête? Oui. Ouais, vas-y, donne le, si tu peux l'expliquer. En fait, j'avais besoin d'avoir une réponse pour lui faire une surprise. Ouais, Euh, il n'était pas dispo pour me répondre. ouais. Et en fait, cette surprise dépendait d'autres personnes. Et je voulais tellement bien faire auprès d'autres personnes que le fait que j'ai pas la réponse, ça me faisait monter, 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 monter le stress. Ok, donc, Donc, ça m'a fait exploser, quoi, parce que j'arrivais pas en fait à donner la réponse à la personne qui attendait cette réponse. Je sais pas si c'est clair. ouais, ouais, ouais. Alors, le moment exact, c'était quand tu as envoyé le message à ton partenaire et qu'il te répondait pas? Pas tout de suite. Ça, Après les combien de temps? 5-10 premières minutes, 15 minutes, ça allait. Et au bout de 20-30 minutes, déjà, là, j'ai commencé à être impatiente et ça a commencé à monter. Ok, Je dirais une vingtaine de minutes. ok. Vingtaine de minutes sans nouvelles. Et c'était ça, c'est quoi l'émotion que tu ressentais? Bah, du coup, je sens mon ventre qui commence à se nouer et ma gorge qui commence à se nouer. Ouais, et Et en c'est, fait, c'est un peu comme si je sentais que enfin, que ça monte en moi, quoi. ouais. Et si tu arrives à mettre un mot, quel type d'émotion c'était pour toi? Du stress. Stress? Ouais, stress, anxiété. Ouais. Et pourquoi? Je pense que c'est parce que j'avais vraiment envie de bien faire. Et du coup, bah, le fait que sa réponse, du coup, enfin, j'ai pas de réponse de sa part, donc je puisse pas apporter la réponse à la personne qui attendait justement cette réponse-là pour aller plus loin dans la démarche. Il y avait aussi un côté agacement. Ça m'énervait, quoi. C'était vite. Perte de patience. Et pourquoi c'est un problème si tu t'arrives pas à donner la réponse? Parce que du coup, je fais pas bien, entre guillemets. Ok. Et j'ai toujours cette envie de bien faire, en fait. Et si tu fais pas bien, Voilà. c'est quoi le problème? Bah, en fait, je pense que ouais, j'ai ce schéma qui fait que j'ai besoin de faire les choses du mieux que je peux pour me dire qu'on va m'aimer en retour. Ok. Oui. Là, on a une pensée. Alors, on te remet dans la situation. Du coup, je veux faire les choses bien. T'as le stress. Du coup, t'as réagi comment? Cette fois-là, j'ai fini en crise d'angoisse. Ouais. Est-ce que t'as essayé de l'appeler Oui, en mode j'ai essayé de l'appeler, ouais. ouais, Et ce qui est terrible avec ça, c'est que si je me dis non, tu ne l'appelles pas, ouais. parce que tu sais que ça va être pire, ça va, ça reste à peu près stable. Et en fait, quand j'arrive à me calmer, si derrière j'essaie de l'appeler ou de lui renvoyer un message et que du coup je vois que je n'ai pas de réponse, ça remet une pièce dans la machine.
Ouais, ça remonte encore plus fort. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, je m'auto un peu, je m'auto-sabote entre guillemets, quoi. Mhm. Donc, j'ai réussi un peu à me calmer. Et puis du coup, je me dis, bon, je vais retenter de l'appeler. Et là, ça remonte parce qu'il n'a pas Ok. répondu. Et pourquoi tu veux retenter de l'appeler? Bah, toujours la même chose parce qu'en fait, j'arrive pas à penser à autre chose qu'à me dire, il faut que j'ai cette réponse. Et pourquoi Un c'est peu important cette réponse? obsessionnel, quoi. Pourquoi c'est important d'avoir cette réponse? Bah, du coup, pour satisfaire la personne qui attend ça de moi, pour faire Pourquoi plaisir c'est... à l'autre. Ouais, parce que cette personne, elle a besoin de quoi? Bah, comme si je me disais qu'elle avait besoin de moi, quoi. Est-ce que là, c'est une dépendance? Ouais, je pense. Ok, j'ai quelqu'un qui dépend de moi? Oui, c'est ça. En fait, de me dire que du coup, je suis utile pour quelqu'un, bah, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission et que j'arrive à l'accomplir dans enfin, les plus brefs délais, quoi. Et me dire au moins, je Et vais satisfaire la personne en face, donc ça va enfin, ça va me donner de l'importance à ses yeux, ok. Et si la personne, si tu as pas cette réponse, ça serait quoi la pire conséquence? qui m'aime plus. Ouais. Enfin, je vais un peu loin, hein, je Non? caricature un peu, mais en Non. gros, oui, c'est ça, c'est que du coup, la personne ne m'apprécie plus Ouais, ou soit déçue de moi. Et ça, je sais que dans mon couple aussi, c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à accepter, c'était de faire des erreurs. ouais, Et du coup, me dire, si je fais une erreur, mon partenaire va être déçu de moi, donc il va plus vouloir de moi. ouais. Comment c'était ton droit à l'erreur quand tu étais petite? Disons que quand j'étais petite, j'étais toujours première de la classe. Enfin voilà, j'ai toujours été un peu valorisée aussi, mise sur un piédestal, entre guillemets, parce que je réussissais, parce que je travaillais, parce que j'avais des bonnes notes, parce que j'étais bonne en sport. Enfin voilà. J'ai pas vraiment, petite jusqu'à, oui, 7 8 ans, j'ai pas vraiment, entre guillemets, échoué, quoi. Ouais, Je me suis toujours, enfin, j'ai toujours tout fait justement pour réussir et pour faire plaisir à mes parents parce que je savais qu'en réussissant, c'est dans ces moments-là où j'avais de l'amour, où j'avais de la reconnaissance, ou tout ça. Où je sentais qu'ils étaient fiers de moi. Et je me suis un peu nourrie de ça aussi, quoi. ouais. Tu vois là le deuxième schéma qui est en train d'être réactivé. Je dois prouver pour être aimé, je dois arriver. Si je déçois l'autre, il m'aime pas. Et en fait, c'est pas l'ampleur de la pensée que tu as dans ta tête, ça va générer aussi l'ampleur de l'émotion. Donc c'est pas de minimiser ce que tu ressens, ce qui est, c'est ce que tu ressens et c'est lié à la perception que tu en as. Mm. Donc plutôt que de rajouter, on va dire, un étage de jugement à ça, c'est la sécurité intérieure, c'est de se dire, bah bien sûr, c'est normal. Ça réactive ça. C'est normal que c'est quelque chose qui est difficile pour moi. C'est normal. C'est quelque chose que je dois apprendre à. Mhm. Ça enlève déjà une, on va dire, une couche d'escalation dans ton système parce que tu es comme une meilleure amie pour ton système nerveux. Mais tout ça, jusqu'à il y a, je dirais, 4 5 mois, j'en avais pas du tout conscience. Ouais. Et c'est parce que j'ai fait la démarche, en fait, d'aller creuser. Et notamment, j'ai fait une TCC, je sais pas si ça te parle. C'est la thérapie comportementale et Mentale cognitive. cognitive, oui. Voilà. Et en fait, du coup, ce qui m'a permis en fait, de mettre en exergue un peu mes schémas, de voir comment je fonctionnais. Et c'est là où j'ai vu que j'avais une carence affective très forte, un don de soi très fort, une peur de l'abandon, Ouais, etc. Et ouais. en fait, tout s'emboîte, quoi. Oui, c'est, moi je dis le 80% de nos automatismes de réaction, c'est ce qu'on a appris du passé. Et c'est sûr que prendre conscience de ça, ça aide. Pour moi, il y a une partie de déprogrammation au niveau du corps, mais la prise de conscience et de réaliser en fait quand ça arrive, quel est le, moi j'appelle ça le théâtre ou le drame qui se passe autour de la situation, ça t'aide déjà à désenclencher. Et c'est ce qu'on va regarder là de manière un petit peu plus détaillée sur comment tu peux un peu désamorcer l'escalation ou la bombe qui est en train de se générer à l'intérieur du corps pour que tu puisses arriver à redécider comment tu as envie d'agir et comment tu peux t'aider aussi à agir. L'idée, c'est pas de dire ah il faut que j'arrive à faire ça, c'est plus l'idée de dire ok, comment je peux arriver à faire ça?
Oui, parce que là, aujourd'hui, j'ai pris conscience de tout ce qui n'allait pas, mais on Mm. m'a pas donné les clés pour le changer, si ce n'est que enfin, j'ai compris que du coup, j'avais pas une bonne estime de moi-même et pas du tout confiance en moi, ce qui fait que forcément, j'arrive pas à m'apporter de l'amour moi. Donc, je cherche l'amour auprès des autres. Et quand j'ai pas cet amour-là auprès des autres, c'est là où mon monde s'effondre. Mais Mhm. c'est pas forcément évident non plus de gommer 25 ans de schéma, quoi. Alors, oui et non. Pour moi, Les clés, au moins. Alors, il y a différents points de vue là-dessus. Mon point de vue, et de ce que je vois aussi avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est vraiment quand tu désactives des éléments qui t'ont vraiment généré cette peur de l'abandon, ce manque, quand tu désactives ça, ça t'enlève vraiment une couche. Après, je dis pas qu'il n'y a pas un réapprentissage, c'est-à-dire, pour moi, le réapprentissage dans le cas de la dépendance affective, dans le cas de la peur de l'abandon, c'est pas de s'aimer, c'est d'apprendre à se mettre en sécurité et à de se sentir en sécurité avec les autres. C'est dans la relation que tu vas te guérir et pas dans moi avec moi. Mhm. Donc là, on va revenir vraiment au début. Il y a deux choses en fait, deux déclencheurs. C'est j'ai peur de décevoir et je dois faire ou être parfaite ou performer pour être aimée. Complètement. Ok? Comment tu voudrais te sentir en fait quand cette anxiété elle arrive à la place? Réussir à stopper, enfin avoir cette pensée ou voilà ce mécanisme qui fait que je me dis, ok, donc là, je sais que ça monte, je sais qu'il faut que je fasse ça pour que ça s'arrête. Ouais, Là, à l'heure actuelle, c'est ok, je sais que ça monte, mais je sais pas trop quoi faire pour que ça s'arrête. exactement. Alors, est-ce que quelqu'un dans la même situation, c'est-à-dire pas de réponse du copain, est-ce que quelqu'un pourrait penser autre chose? Ah bah bien sûr. Comme quoi, par exemple? Comme il est juste en train de travailler, ou il est juste en train de manger avec son ami, il discute, il prend pas son téléphone, Ouais. Si cette personne, elle pense ça, elle va se sentir comment? en sécurité, parce Ouais. qu'elle va pas mettre de danger sur la situation. Ok. Donc là, tu vois que si tu changes tes pensées par rapport à la situation, ça change l'émotion que tu ressens et forcément comment tu réagis. Ouais. La première pensée qui t'a généré ce stress, c'est je veux y arriver. Je veux être parfaite ou performer pour être aimée. Ouais, complètement. Quelle est la pensée alternative qui pourrait t'aider là-dessus? Dans cette situation précise. Ben, me dire que tout simplement, c'est pas parce que je suis pas parfaite qu'on va pas m'aimer en fait. Est-ce que Les... ça, t'y crois à 100%? De plus en plus. Ouais, mais pas encore à 100%. Non, je suis pas encore rendue au bout du travail. Alors ça, l'idée, en fait, c'est pas de chercher une pensée un peu mantra ou psychologie positive, parce que quand on n'y croit pas à 100%, une pensée, elle va pas te générer l'émotion qui va t'aider vraiment à te calmer. Ça va Hmm. être un peu le Graal, le goal que tu vas avoir, mais qui va pas t'aider à... Dans ce cas précis, où quelqu'un attend une réponse de toi pour faire une surprise, et ton copain répond pas, quelle serait une pensée qui te mettrait, par exemple, en sécurité? C'est une bonne question. Euh, quelque chose du coup auquel je crois vraiment. Oui, et qui est en lien avec, si tu veux, la pensée qui t'a généré cette angoisse, c'est-à-dire je dois y arriver, il y a des gens qui dépendent de moi. Bah, réussir à me dire qu'il faut que je sois patiente et que dans tous les cas, j'aurai ma réponse. Mais ça, c'est pareil. Quand je commence à stresser, c'est des pensées qui sont dures à avoir. Mhm. Alors, une pensée qui est plus facile pour toi. Peut-être me dire ça va aller, t'arriveras toujours à tes fins. Me dire que peu importe le temps que ça va prendre, je finirai par avoir cette réponse. Ouais. Alors, mets-toi en situation pour voir si ça marche pour toi. T'envoies le message à ton partenaire
Ça fait 20 minutes qu'il répond pas et tu sais qu'on attend la réponse, que d'autres personnes attendent la réponse sur toi. Et là, tu te dis dans ta tête, tôt ou tard, je vais avoir la réponse. Comment tu te sens? Je pense que ça peut le faire. Ou alors plutôt me dire, c'est pas grave, il va attendre. Ouais, ça t'y crois à 100%? Plus déjà qu'à l'autre, je pense. Ok. Super Euh, dur de réussir à se dire, ok, ça, je suis sûre d'y croire à 100%. Parce qu'en fait, tant que je vis pas la chose, oui. j'ai du mal à pouvoir jauger de combien de pourcents je vais réussir à y croire. Oui, alors en effet, ça demande après de se mettre dans la situation et puis de voir en fait si ça marche pour toi. C'est un peu, si tu veux, comme trial and error. Tu essayes, tu ressens, ah, je retravaille, je retrouve le truc, la recette qui va bien marcher pour moi. Ok? Là, est-ce que tu avais un délai? Est-ce que tu devais donner une réponse dans un certain délai? Est-ce qu'on t'avait donné un délai? Non, on Et m'a pas donné de délai, mais je sais que la personne, c'était important, en fait, quelle est la réponse rapidement. alors Mais rapidement, elle m'a- c'était un jour, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'était quoi? je pense que ça aurait pu attendre le soir. Ok, Mais moi, je me suis mis la pression toute seule. voilà. Donc là, en fait, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais rajouter dans la pensée pour que ça te calme sur le moment? Bah, me dire que personne m'a mis la pression, tout simplement. Qu'il n'y a Oui, pas vraiment de... mais c'est qui s'est mis la pression? Moi. Donc il y a quand même une personne qui met la pression. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la pensée? Ok, je n'ai pas besoin d'avoir la réponse maintenant. Si je l'ai ce soir, c'est aussi ok. Oui, ça c'est pas mal. Comment tu te sens dans ce cas de figure? Je pense que ça peut enfin, vraiment m'aider. Tu vois? Mhm. L'idée, c'est vraiment d'explorer, d'aller chercher. Tu vois que là, dans la pensée que je t'ai donnée, on n'a pas travaillé sur ah bah j'ai changé mon schéma. C'est vraiment une pensée pragmatique qui va t'aider sur le moment à calmer. Mhm. Ok. Et une fois que c'est calmé, une fois que la situation est passée, d'aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le je dois être parfaite pour être aimée, quelqu'un dépend de moi. Mhm. Là, ton cerveau, il a besoin d'avoir, si tu veux, un autre temps de parole. Si dans ta tête, c'est toujours le schéma ah, si je fais pas, je suis pas aimée. Si les gens dépendent de moi et je les déçois, je suis pas aimée. Il a besoin d'un autre temps de parole. Alors, qu'est-ce que tu pourrais montrer comme preuve à ton cerveau que t'as pas toujours été obligé de faire pour être aimé? Trouver peut-être des exemples où justement on m'a apporté de la valorisation et une forme d'amour alors que j'avais rien fait pour ces personnes-là. Voilà. Alors, essaie d'en trouver quelques-unes. Hum, Et là, c'est dur. Parce qu'au travail, finalement, ça marche pas comme ça. Il faut faire pour avoir de la reconnaissance. Mhm. Moi, de ce que j'ai connu, c'était toujours comme ça. Ouais. Dans tes amis, par exemple, parce qu'il y en a. J'allais dire en amitié. Ouais. Mm. Oui, Donc, c'est vrai. alors, essaye de te rappeler vraiment d'exemples concrets. Je sais pas, ça peut être des SMS d'une copine qui prend de tes nouvelles, qui te dit des choses. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent en tête? Oui, ou une amie, tout simplement, j'ai besoin d'un service, je lui demande un service et elle le fait sans rien attendre en retour, quoi. Voilà. Un autre exemple. Un gentil message pour mon anniversaire. Ouais. Là, maintenant, tu peux aller t'approcher vers le partenaire. Quelles ont été des fois des choses qu'il a pu faire
sans que tu aies besoin de faire quelque chose. Mais par exemple, il voyait que j'avais pas le moral, que j'étais pas bien, et du coup, il m'a dit, viens, fais ta valise, on part, quoi. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ah bah avec le recul, je me rends compte que oui, c'était des choses énormes et qu'il y a peu de personnes qui pourraient faire ça pour moi, ça c'est sûr. Tu vois? Et là, l'émotion que tu ressens Reconnaissance. maintenant, De la reconnaissance. ouais. Tu vois, ça, c'est l'étape après. Une fois que tu as calmé le volcan, tu montres en fait à ton cerveau qu'il y a aussi une autre réalité. Il y a peut-être des moments où tu te sens en insécurité, où tu as l'impression que tu dois faire pour être aimé. Ça, si tu veux, c'est un peu le schéma de ton passé qui est réveillé par certaines situations. Mais tu peux aussi lui dire, bah, regarde, il y a aussi des moments où j'ai pas eu besoin de faire et regarde les preuves que moi j'étais aimée. Ça, c'est ton cerveau peut l'intégrer une fois que c'est calmé, une fois que le volcan il est passé, Ouais, et tu peux te le dire après. Ça, c'est deux choses que tu peux faire pour créer ce que j'appelle cette sécurité interne. ok. Avec en Donc, plus la ouais, respiration pour la physiologie, mais ça, c'est la première chose. Après, c'est pas interdit de discuter de ça avec un partenaire. Je sais qu'il y a plusieurs, on va dire, écoles ou directions qui vont dire non, non, il faut tout faire ça dans son coin, rien demander à l'autre, etc. Bien sûr, le partenaire en face, il n'est pas obligé de le faire, il n'est pas forcé à le faire, mais il peut avoir envie de le faire. Et une possibilité également, c'est d'arriver à discuter de comment toi tu te sens dans ces situations, quel est le niveau d'angoisse que tu as, et de si il a envie de t'aider. Donc encore une fois, c'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui t'aiderait à éviter ces volcans? ok. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Ouais. Euh, je sais que déjà au début, c'était très compliqué, moi, d'essayer d'expliquer à quelqu'un quelque chose que j'avais du mal à comprendre sur moi-même. Mhm, Donc là, clairement, ça marchait pas. Parce mhm, que même moi, je savais pas trop. Je lui disais, bah là, ça va pas, là, j'angoisse, mais je comprends pas pourquoi, et je ressens ça et ça et ça, mais j'arrive pas à le gérer. Donc en fait, je lui ai un peu balancé plein d'infos comme ça, mais en fouillis. Donc forcément, il pouvait pas comprendre parce que déjà, moi, je comprenais pas. mhm, Et après, quand j'ai réussi à comprendre, mhm, du coup, je lui ai expliqué. Et il a fini lui aussi par comprendre, mais du coup, c'était bah, quasiment après 2 ans de relation, quoi. On mhm, va dire sur les 2, 3 derniers mois, il m'a dit, bon, bah voilà, maintenant je comprends pourquoi tu fais ces crises d'angoisse, je comprends ton fonctionnement. Et du coup, forcément, lui, il voyait plus la chose de la même manière. Donc mhm, ça avait changé aussi sa vision sur moi et mes crises. mhm, Il a compris déjà que c'était pas à cause de lui, etc. Donc il se sentait plus non plus coupable et il culpabilisait plus de ça, quoi. mhm. Mais oui, pendant plus d'un an et demi, ça n'a pas été simple parce que j'essayais d'expliquer quelque chose que je comprenais pas. Donc lui, il comprenait pas non plus. Est-ce que tu lui as demandé concrètement des choses concrètes qui pourraient t'aider? Oui, d'essayer de me rassurer quand je commençais à angoisser. Mhm, Mais le problème, c'est que souvent, ça se passait quand on était à distance. mhm, Et forcément, s'il voit pas son téléphone au moment où j'angoisse, il peut pas me rassurer, quoi. Mais après, une fois qu'il avait compris, par contre, quand il voyait son téléphone et que j'étais en train de commencer à angoisser, là, il savait faire le nécessaire, juste un petit mot ou m'appeler ou voilà. mhm. Donc là, en fait, c'est quelque chose que tu as commencé à mettre en place déjà sur la fin. Mhm. C'est un petit peu de euh, déjà arriver à expliquer en fait ce que ça génère en toi. Parce que comme tu l'as très bien dit, en fait, l'autre comprend que ça n'a rien à voir avec lui, que c'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, mais que c'est quelque chose qui est réveillé par la situation qui te concerne toi. Et la solution que vous avez mis en place, c'est-à-dire que quand il a eu cette compréhension de ce que ça génère en toi, eh bien, naturellement,
il était OK de t'envoyer un message pour te rassurer dès qu'il voyait la chose, etc., etc. Ça, c'est quelque chose, en fait, que ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider à toi de créer de la sécurité, en fait, externe en relation, le temps que toi, tu grandisses dans ta sécurité interne. Si maintenant tu recommences une autre relation, comment est-ce que tu voudrais justement parler de ça? Je pense que la personne, je lui expliquerai tout dès le début, déjà pour Ouais, commencer. ouais, Parce que ça fait partie de moi, en fait. Donc, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de montrer une image toute belle, toute rose. Et puis qu'au bout de 2 mois, quand forcément je vais m'attacher, je vais commencer à avoir les sentiments qui vont monter. Et du coup, bah, l'insécurité qui va monter avec, la personne, elle se dise, non, mais en fait, c'est quoi cette folle, quoi. ouais, oui. Et quelles seraient les choses concrètes qui pourraient t'aider, à ton avis? À expliquer ça? Alors, ça, c'est ton besoin, ou c'est que, si tu veux, c'est comment tu te ressens en relation, le fait d'expliquer comment tu te sens, et quelle serait la demande ou le besoin que tu voudrais communiquer à l'autre? Bah, du coup, lui expliquer comment je fonctionne Ouais, et ce que j'ai besoin dans telle situation. ouais, et par exemple, concrètement? Par exemple, quand je commence à angoisser, lui expliquer que, bah, par exemple, quand, je sais pas, avoir un peu un signal d'alerte, entre guillemets, quand je lui dis, bon, bah là, je commence à vraiment trop angoisser, bah, que lui, du coup, il comprenne que ça soit le moment de me dire un petit mot gentil pour justement me faire redescendre, Oui. par Tu vois, ça, exemple. c'est quelque chose vraiment à discuter concrètement. Donc, tu peux même mettre un petit mot déclencheur qui dit, ben là, c'est volcan ou là, c'est panique. Oui. Euh, et encore une fois, l'autre n'est pas obligé, mais si il est OK de t'apporter cette sécurité, que vous mettez ça en place pour toi avoir un peu un garde-fou le temps que toi, tu construises ta sécurité interne. Mm. Est-ce que tu penses à autre chose? Comme autre technique, Ouais, bah, forcément, quand la personne, elle est en face de moi, je sais que quelque chose qui me fait énormément de bien, c'est juste qu'on me prenne dans les bras. Juste, on me dit rien, hein, mais juste on me prend dans les bras, on me fait un câlin. Voilà. ouais. Pour vivre mieux les absences ou les absences de nouvelles, qu'est-ce qui, là, pourrait t'aider? C'est un truc tout bête, mais j'ai remarqué que quand je mettais Netflix, ça m'aidait parce que du coup, ça mettait mon attention ailleurs. Oui, alors ça, c'est de toi avec toi. Mhm. Si tu vois que la personne va dans un restaurant ou par rapport aux nouvelles par téléphone, qu'est-ce qui ici pourrait t'aider? Bah, de savoir qu'ils me disent juste où est-ce qu'il va manger, par exemple, Voilà, ou avec qui il est. Je sais que c'est deux choses qui me rassurent. ok. Dire, OK, Et il est là avec telle personne, et après, qu'ils me préviennent. Bon, bah voilà, quand je suis avec mon ami, je vais pas prendre mon téléphone, tu t'inquiètes pas si je réponds pas pendant 2, 3 heures, quoi. ok, donc qui t'informe un peu à l'avance. Voilà, exactement. Le fait Ouais, d'être informé, ça m'aide énormément, en fait. Parce que ouais, du coup, j'ai ce petit élément de sécurité sur lequel je peux me raccrocher et je peux baser mes pensées pour enlever le négatif, mettre le positif. ouais. Après, est-ce que ce que tu avais dit tout à l'heure justement pour l'histoire des SMS, quand tu savais qu'il avait une journée chargée, meeting, etc., ça t'aidait également? Est-ce que là, il y a quelque chose qui pourrait aussi t'aider? Bah, ou, enfin, du coup, c'est juste ce que je disais tout à l'heure. Après, là, je vois pas, j'ai pas d'autres idées. Ouais, donc s'il te dit aussi, bah, demain j'ai une journée chargée, t'attends pas ce que je réponds rapidement? Exactement. En fait, voilà, forcément, quand je sais, quand je suis prévenue à l'avance, moi-même, c'est tout bête, mais du coup, j'ai le temps de me préparer aussi, quoi. Ouais, Me dire, ok, bon, bah, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas avoir tes nouvelles, c'est pas grave, c'est ok. ouais. Alors, ces trois mesures, et je sais que ceux qui nous entendent dans le podcast, vous allez être peut-être choqués par ça en vous disant, mais comment elle peut oser demander des choses comme ça? Ça, c'est des choses clairement que l'autre n'est pas obligé de faire, mais qu'il peut consciemment décider de le faire pour toi t'aider dans ton processus.
Ah, mais ça m'a aidé énormément. Ouais. Et ça, c'est pour moi, en fait, la beauté du couple, le potentiel de guérison dans le couple, où on se dit, ben, ok, je prends l'autre personne avec son package, et finalement, ben, c'est ok pour moi de faire ces étapes-là parce que je vois en face la personne qui est déclenchée par beaucoup de choses, et ça, je le fais de bon cœur et je le fais consciemment. Donc ça, c'est aussi quelque chose que potentiellement tu peux discuter en sécurité externe avec ton prochain partenaire. Parce que forcément, au début, il le faisait peut-être de façon un peu plus récurrente. Et puis en fait, eh ben, moi, à force, j'arrivais à me le dire toute seule. C'est-à-dire que bon, bah, au début, c'était lui qui me disait demain, j'ai une journée chargée, je vais pas être dispo. Et puis après, eh ben, il me parlait de sa journée du lendemain. Donc moi, je me disais, ok, toute seule, ok, il va avoir une journée chargée, il faut pas que je m'attende à ce qu'il réponde. Ou Mhm, même s'il m'avait pas parlé de sa journée, quand je vivais l'instant T, je me disais, bon, bah là, il doit être en rendez-vous, ou il doit être pris avec le travail, c'est ok, tout va bien, j'aurai des nouvelles plus tard, quoi. mhm. Du coup, plus ça allait, moins il avait besoin, en fait, de justement avoir ces mots prévenant, tout ça, quoi. Ouais, parce que indirectement, en fait, ça te guérit de la blessure de l'abandon. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas obligé, mais qui a envie de répondre à certains de tes besoins. Mm. Donc c'est là, en fait, où le couple peut guérir. Ouais. Mais après, il faut aussi trouver quelqu'un qui soit compréhensif et qui accepte cette partie-là de nous. Oui, alors ça, c'est là où le choix, mais ça, on va dire, c'est encore un autre sujet de coaching. Mais pour moi, c'est vrai, quand tu choisis quelqu'un, en fait, c'est l'accepter dans son package, c'est-à-dire bah, sa partie soleil. Mais on a tous nos squelettes dans le placard, on a tous notre partie d'ombre, on a tous nos blessures. Et bien sûr, ça va dans la réciprocité, c'est-à-dire que moi, je suis un package et j'accepte aussi le package de l'autre. Et puis, chaque partenaire décide consciemment, en fait, de qu'est-ce que j'ai envie de donner. Et si je le fais consciemment. C'est encore une fois aucune obligation, mais on peut tellement guérir par le couple que finalement, en fait, je trouve que c'est aussi une opportunité de grandir ensemble, de guérir ensemble et de dépasser en fait ben, les blessures de l'enfance, on en a tous. Donc c'est vraiment ouais, une belle opportunité, je pense, pour les deux personnes. Après, je pense que pour guérir en couple, déjà, il faut prendre conscience que le problème, il vient de nous et pas Oui, remettre la faute constamment sur l'autre. exactement. Mais bon, ça, t'en avais totalement conscience, pardon. C'est pour ça que je n'ai pas thématisé le truc. Tu t'as réalisé en fait l'auto-sabotage que ça a généré par toi-même et où est-ce que ça devenait dans le passé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tous les éléments de sécurité externe, c'est pas une obligation, c'est un choix conscient de l'autre partenaire et que le gros du travail, en effet, est de toi, de toi avec ta sécurité interne. Et c'est juste, si tu veux, quelque chose qui t'aide jusqu'à que petit à petit, ben, ton niveau de sécurité interne augmente et que tu as moins besoin de l'aide de l'autre pour arriver à avoir cette sécurité. C'est vraiment ça, je dirais, le mot de la fin, en fait, du coaching. J'espère, en fait, que les petits outils que tu as reçus vont t'aider. Je sais pas, c'est quoi ton ressenti après la séance? Ben, ça me donne pas mal d'espoir quand même, parce que je me dis au moins maintenant, j'ai quand même trois clés pour réussir à calmer le volcan, comme tu disais. Et non, je vais les tester. Bon, du coup, là, je suis plus en couple, mais donc forcément, je suis beaucoup moins sollicitée et je ressens pas ce volcan en amitié ou en famille, tout ça. Ouais. Mais non, pour mes prochaines relations, c'est des choses que je vais garder en tête et que je tâcherai d'appliquer. Bon, puis j'attends de tes nouvelles pour voir comment ça a marché en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton partage. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que tu as dit et bah, merci d'avoir fait ce coaching en live. Merci à toi en tout cas pour tous ces conseils.